Alors tout d'abord déjà, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire donc organisé dans le cadre de la semaine de la dénutrition, un webinaire intitulé Prendre en charge la dénutrition à grande échelle, qui est organisé par CDIET, un nouveau service de prévention, de repérage et de prise en charge des troubles nutritionnels dédiés aux seniors. Alors, pour en parler ce matin, on a le plaisir d'accueillir pas moins de 6 intervenants. Le docteur Lorenz Bory, médecin gériatre, chef de service du service gériatrique du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège, donc qui va bientôt arriver. Je sais qu'il est dans sa voiture, donc il nous rejoint. Luc Vialard, donc le président de CELIET, qui peut nous faire un petit signe de la main, comme ça, voilà, on va bien le repérer. Frédéric Garlot, donc, qui est la directrice nationale de l'action sociale de la CNAV, la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc Frédéric aussi, un petit coucou, comme ça au moins on vous voit. Corinne Georges, donc la directrice de l'action sociale de la CARSAT Midi-Pyrénées, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Donc Corinne, évidemment, c'est la dernière femme, donc vous la repérez facilement. Arnaud Bouet, donc, qui est le directeur général de Lot Aide à domicile. Un petit signe, voilà, c'est bon. Et Michel Mentionneau, qui est le directeur du SAD COSI, SAD Service à domicile, au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Pour ma part, donc, je m'appelle Gwenaëlle Gerlavet, je suis journaliste animatrice indépendante et je vais vous accompagner pendant cette heure et demie d'échange. Vous aurez la possibilité de poser des questions, notamment donc il y a en bas un petit module de chat. Dans la barre d'outils, vous pouvez voir un endroit qui s'appelle questions-réponses QR. Donc c'est vrai que ça va être plus simple de plutôt poser vos questions par écrit. On vous offrira aussi la possibilité de le faire de façon orale si nécessaire. Vous pouvez poser vos questions durant tout le webinaire et nous on aura 2 moments privilégiés où on va tenter d'y répondre. Dernière petite précision, ce webinaire est filmé et enregistré puisqu'en effet, vous pourrez le voir en replay par la suite sur Idealco ou sur Vimeo. Alors, comme on est tous à distance, c'est vrai que ce n'était pas forcément aisé, évident de faire une véritable table ronde puisque évidemment, il n'y a pas le langage corporel qui va avec. Donc, on a plutôt opté sur le fait que chaque intervenant aurait 7 minutes de temps de parole. Donc, c'est comme un speed dating. Ils ont 7 minutes pour vous convaincre et ils vont donc se succéder. Alors, on avait prévu de commencer par le docteur Lorenz Bory. Je crois qu'il n'est pas encore connecté. Donc, on va d'abord commencer par Luc Vialard, juste pour quand même poser un peu les chiffres de la dénutrition, pour montrer à quel point finalement la dénutrition des personnes âgées, c'est un enjeu majeur de santé publique. En France, en fait, on considère que 700 000 personnes âgées sont dénutries, dont 400 000 vivant à leur domicile. Donc, on parlera tout à l'heure. J'ai entendu le docteur Bory, je pense. Donc, Ah, alors. Oui, vous m'entendez ? Ah, génial. J'ai des problèmes de connexion, il y a une panne informatique de l'hôpital, donc je lutte contre les éléments. Je suis désolé. Bon, alors, on va quand même essayer. On essaye de se parler. Ok, super. Donc, je reprécise donc, que vous êtes le chef de service gériatrique du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège. Je viens de donner en effet ce chiffre qui est quand même important, 700 000 personnes âgées dénutries. Dans les services de gériatrie comme le vôtre, on parle de la dénutrition déjà depuis au moins une vingtaine d'années et pourtant, ça reste le parent pauvre. Pourquoi il y a un tel frein à la prise en charge de la dénutrition des personnes âgées selon vous? Alors, encore une fois, j'ai eu des problèmes de connexion, donc ça a coupé. Oui, les problématiques de la prise en charge de la dénutrition, c'est tout simplement le fait que ça ne fait pas partie des réflexes du corps médical. On va dire que certaines spécialités sont confrontées, que sont la diabétologie et de plus en plus dans le milieu de la gériatrie. Après, pour le reste, ce ne sont pas des actions très
très coordonnée au niveau du corpus médical parce que les actions sont faibles et ont une action qui nécessite une surveillance, un accompagnement sur une durée longue. Les hospitalisations sont des durées courtes, préférentiellement inférieures à 7 jours. Au-delà, ça passe dans des services de soins de suite et de réadaptation. Et là encore, ces 3 semaines supplémentaires à la dénutrition, c'est une problématique qu'on ne peut pas corriger en quelques jours. Alors, en effet, là, on a un peu des problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. On va peut-être attendre que vous vous reconnectiez. Je crois que c'est J'ai des problèmes de connexion. Est-ce que ce n'est pas plus simple que je passe par téléphone? Alors, on va voir avec les services, en effet, techniques pour voir si vous pouvez peut-être passer par téléphone et voir comment ça peut se connecter ensuite avec le lien Zoom. On va vous appeler, on va laisser la parole à Luc Vialard et on essaye de se reconnecter ensemble. Donc, on voit en effet que c'est un problème, et on le verra hein, avec le docteur Laurence Borriès, que c'est un problème compliqué à prendre, multiforme. Pour expliquer en fait que finalement avec le docteur Laurence Borriès, vous connaissez Luc Vialard, puisque tout simplement en fait Cdiet, c'est un service qui a été créé par une start-up de l'Ariège, donc Cocorico, ça vient d'Occitanie. La start-up s'appelle Winov hein, et en fait elle a débuté dans une pépinière d'entreprise au sein d'un EHPAD en partenariat avec le centre hospitalier du Val d'Ariège où travaille le docteur Laurence Borriès. Et Alors, oui. effectivement, nous avons commencé le projet en Ariège parce que ce sujet de la dénutrition était bien identifié par tous les acteurs du territoire, que ce soit la filière gériatrique ou les acteurs également de l'autonomie avec le département. C'est un problème qui touche beaucoup de personnes, qui est particulièrement prégnant en Ariège avec une difficulté quand même globale d'accès aux soins pour les personnes. Et derrière des situations au quotidien qui sont dramatiques parce que la dénutrition, ça va entraîner des chutes chez les seniors, ça va entraîner des réhospitalisations, des durées de prise en charge de soins plus longues avec une moindre efficacité des médicaments notamment. Et c'est vrai que c'est un problème qui était identifié et sur lequel ils avaient envie de trouver des solutions. Et depuis le début du projet, il y avait cette volonté de tous les acteurs du territoire d'amener une réponse innovante et efficace sur ce sujet-là. Surtout que la dénutrition, quelque part, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on sait prendre en charge. Les pratiques sont connues. C'est un professionnel de santé qui s'appelle le diététicien nutritionniste qui va intervenir auprès d'une personne, l'accompagner, comme l'a dit le docteur Bourriès, pendant souvent une durée de quelques mois, pour pouvoir régler les problématiques nutritionnelles, que ce soit sur de la dénutrition ou d'autres sujets, notamment diabétologie. Donc on sait faire. Prévenir et prendre en charge, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire. Et nous, c'est pour ça qu'on a conçu ces diètes pour réussir à le faire de façon humaine, de façon efficace et surtout pour tous les patients qui en ont besoin. Donc ça, c'est vraiment l'ADN du service qui a été conçu. Ces diètes, c'est simple en fait, hein. C'est une diététicienne nutritionniste qui va contacter un senior ou son aidant, qui va leur expliquer pourquoi est-ce que l'alimentation, c'est un vrai sujet pour elle ou pour lui à court terme et à moyen terme pour réussir à vieillir dans de bonnes conditions à domicile, lui expliquer les tenants, les aboutissants, lui proposer de participer à une action avec un bilan et une prise en charge qui va être adaptée pour pouvoir derrière lui garantir une alimentation qui soit adaptée à ses goûts. C'est toujours notre priorité, que l'alimentation reste en plaisir, à ses capacités et à ses besoins pour que vraiment on ait tous les apports qui soient couverts par les repas. La dénutrition, c'est avant tout un manque de protéines, un manque d'énergie, parce que plus on vieillit, moins on va traiter les aliments efficacement. Notre corps va avoir plus de difficultés à les traiter, moins on a envie de manger. Et surtout, on souffre un peu d'une image comme quoi, quand on est vieux, c'est normal de moins manger. Si maman, elle mange une soupe et un yaourt le soir, ça suffit. Et c'est surtout contre ces idées reçues qu'on se bat, parce que c'est ce qui fait que derrière, on va avoir des situations qui vont déraper. Avec des personnes qu'on accompagne parfois qui font moins de 35 kilos, donc ce qui est quand même un vrai problème. Donc c'est vrai que c'est vraiment
primordial de pouvoir avoir ces actions de communication et de sensibilisation auprès du public pour pouvoir vraiment faire passer ce message que l'alimentation, c'est quelque chose qui est important, qui doit être pris en compte le plus longtemps possible et que surtout, ça va être un des vrais piliers si on veut avoir un maintien à domicile efficace sur la durée. Donc voilà, et c'est à partir de ce constat-là qu'on a créé ces diètes. Alors, un service humain, parce que c'est vraiment, nous ce qu'on voulait mettre en place. Les diététiciennes, sont vraiment des super professionnels très bien formés, qui réussissent à accompagner les gens de façon efficace et qui, clairement n'avaient, pas l'opportunité justement de soutenir ce public, âgé, qui est souvent un peu hors des parcours de prise en charge nutritionnelle. Et pour nous, l'ADN du service, c'était vraiment de permettre ces prises en charge d'humain à humain, pour lequel on a utilisé la technologie comme support. Pour justement être capable de rendre ce service efficace pour permettre de toucher tout le monde. Le deuxième point, c'était cette accessibilité, parce qu'on se rend compte que la vraie difficulté dans les actions de prévention, c'est de toucher les personnes qui en ont le plus besoin. C'est facile par définition de mobiliser quelqu'un qui est connecté, qui a du lien social, qui a envie de sortir chez lui et qui est en capacité de sortir chez lui. Quand on veut prévenir la dénutrition, par essence, on va cibler un public qui va être plutôt isolé, qui va pas avoir envie forcément de sortir chez lui et qui n'aura pas la capacité. Donc pour nous, ce deuxième axe clé de ces diètes, quand on l'a développé, c'est de pouvoir aller vers ces personnes-là, pouvoir leur présenter, leur expliquer pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est vraiment primordial pour eux dans les années à venir et de pouvoir les accompagner, leur proposer un accompagnement personnalisé parce que l'alimentation c'est intime, on a chacun nos goûts, nos préférences et qu'il n'y a pas une solution standard qui correspond à tout, mais on va avoir ce besoin justement de communiquer, d'échanger pour comprendre ce qu'attend l'autre, ce qu'il veut mettre en place et pour pouvoir l'aider justement pour garantir ses apports et la réponse à ses besoins. Et le dernier point, c'est vraiment cette efficacité parce que ces actions ne fonctionnent que si on les met en place à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une population. Suivre 30 personnes, c'est bien, mais la réponse et le besoin, ils se comptent en milliers de personnes sur chaque territoire. Donc pour nous, on avait vraiment ce besoin d'avoir des actions qui soient rendues efficaces pour pouvoir les diffuser à l'échelle complète d'un territoire. Et ça, c'est notamment pour ça qu'on a mis en place nos outils informatiques, notre plateforme, pour permettre à nos diététiciennes d'accompagner un nombre important de bénéficiaires sur l'intégralité d'un territoire. Et c'est notamment ce qu'on met en place avec la CARSAT Midi-Pyrénées, avec le soutien de Vivalab. Donc je tiens à remercier Frédéric Garlot et Corinne Georges qui ont soutenu cette démarche et qui ont eu cette vision dès le début d'avoir cette ambition de mettre des actions à l'échelle, que c'est un besoin qui est global, qui concerne des milliers et des milliers de personnes et que la réponse, elle ne peut pas se faire à coup de 30 personnes sur 3 cantons. Et c'était vraiment primordial pour nous d'être capable d'aborder, de créer des actions qui soient suffisamment efficaces pour rentrer, dans des financements, dans des prises en charge des collectivités sur la prévention ou sur, l'autonomie et qu'on soit sur des montants d'accompagnement qui soient suffisamment raisonnables pour généraliser cette prise en charge et ça passe par l'efficacité. Alors, ça veut dire quoi justement un coût raisonnable? Combien coûte, j'ai envie de dire, une personne dénutrie? Parce qu'évidemment, ça a un coût pour la société derrière dans les soins. Et combien coûte le service, ces diètes? Alors, une personne dénutrie, on n'a pas d'études précises en France, on n'a que nos collègues au Royaume-Uni qui ont fait un travail vraiment intéressant dessus. Et une personne dénutrie à domicile, c'est un surcoût pour la société d'un peu plus de 6 000 euros, réparti à 80% sur le système de santé et 20% sur le système médico-social, avec notamment des volumétries de plans d'aide qui augmentent. Et les actions qu'on met en place, notamment avec la CARSAT Midi-Pyrénées en sortie d'hospitalisation, parce que c'est un public qui est particulièrement fragile, hein. On parle quand même de 9 personnes sur 10 qui ont besoin de suivi. Ça coûte 50 euros pour 2 mois d'accompagnement. Donc on est vraiment sur une stratégie d'efficacité et de cibler la population qui en a le plus besoin, parce que c'est comme ça qu'on fait des actions qui marchent à l'échelle populationnelle sur des territoires. Merci Luc Vialard. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module donc questions réponses. Je précise que cette diète en fait est née de la rencontre de trois trentenaires quadras
qui travaillaient tous en fait au CHU de Toulouse dans un service particulier qui est le Centre d'innovation numérique, et vous vous êtes ensuite associé à une diététicienne pour créer en fait votre société et ce service. Donc Luc Viala, vous en êtes le président aujourd'hui. Donc en attendant qu'on retrouve le docteur donc Laurence Bourriès, on continue le défilé qui est prévu. Vous avez parlé de la CNAV, de la CARSAT, donc on va leur donner la parole. Bonjour Frédéric Garlot. Bonjour. Donc, vous êtes la directrice nationale de l'action sociale de la CNAV. On va parler de ces diètes, mais vous, déjà, à partir de quand, au sein de la Caisse, il y a eu une vraie prise de conscience de la gravité du problème de la dénutrition? Écoutez, on va dire qu'en tout cas, c'est devenu une vraie préoccupation depuis une dizaine d'années et peut-être bien repartagée avec toutes les personnes connectées, des éléments sans doute que tout le monde a présents à l'esprit, mais qui sont assez éloquents. Finalement, les progrès de la science, de la médecine, les progrès sociaux font qu'en France, on vit vieux. En revanche, en France, si on regarde un indicateur qui est essentiel, qui doit être celui qui doit nous préoccuper, c'est-à-dire l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie sans incapacité, on est plutôt moins bon que nos pays voisins. Et cet écart finalement entre une espérance de vie longue, si on regarde l'âge moyen auquel les Françaises et les Français décèdent, et celui de l'espérance de vie en bonne santé, nous a vraiment marqué et nous a notamment particulièrement choqués au moment de la canicule. Donc, les régimes de retraite qui ont une politique d'action sociale qui vise à accompagner la retraite ont décidé finalement d'investir la prévention, qui est un sujet qui reste encore de côté. On investit en France 6 fois moins sur les sujets de prévention que sur les réponses en santé, les réponses en soins, la prise en charge. Luc l'a évoqué, 7 personnes sur 10 âgées qui sortent de l'hôpital sont en situation de dénutrition. Une personne sur 10 de plus de 70 ans qui vit à domicile l'est. Et la dénutrition n'est pas une fatalité. Il faut vraiment agir. Et agir, c'est se préoccuper des habitudes de vie, c'est se préoccuper des conditions de vie et du lieu de vie. Et ces 3 grandes dimensions, finalement, donnent naissance à des fragilités, et vieillir avec des incapacités, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que si on prévient les fragilités, les principales fragilités, c'est les fragilités liées finalement à une absence d'activité physique et liées à son alimentation, à l'objectif d'avoir une nutrition qui est adaptée à son vieillissement. Donc, c'est vraiment la préoccupation majeure qui nous a conduit dans notre politique à travailler avec Santé publique France, avec des experts, pour délivrer des messages simples, positifs. Il y a vraiment beaucoup d'idées reçues et de fausses idées autour de l'alimentation, de la nutrition. Donc, il y a déjà un rôle essentiel et majeur à informer de manière universelle tous les Français sur le fait qu'on peut se prémunir de la dénutrition. Il y a évidemment à enclencher des actions dans les territoires, et en 2021, le réseau de l'assurance retraite, les caisses ont proposé 700 ateliers sur la dénutrition, 50 conférences, et c'est évidemment ce qui nous a conduit à rejoindre le collectif de lutte contre la dénutrition pour donner de la visibilité à cet enjeu qui, encore une fois, n'est pas une fatalité si on y met les moyens. Je me permets de redonner encore aussi un chiffre. Donc, la France doit se préparer au grand défi du grand âge, vous l'avez dit. Donc, les 85 ans et plus vont croître de près de 90% entre 2030 et 2050. Évidemment, c'est la génération des baby-boomers. À partir du moment où vous avez identifié le risque, comment vous avez changé en fait votre politique d'accompagnement? Qu'est-ce que vous avez mis en place? On a travaillé sur une ingénierie de prévention assez finalement articulée autour de 3 niveaux: informer, agir et accompagner pour réduire les inégalités de santé, les inégalités sociales. Et on a notamment formé les professionnels du domicile qu'on finance et qu'on mandate pour accompagner les personnes âgées à domicile sur le repérage
du risque de dénutrition. C'est d'ailleurs complètement convergent avec le programme de l'OMS ICOP qui vise, qui vise vraiment à rendre chacun acteur de son vieillissement en cherchant plutôt à consolider ses capacités, donc à prévenir l'apparition de fragilité, que d'attendre de devoir mobiliser des réponses de prise en charge en soins. Donc ça, c'est vraiment une ingénierie de prévention qui, finalement, s'est enrichie récemment parce que, vous l'avez dit, transition démographique, enjeu majeur d'apporter des réponses nouvelles aux boomers qui, en plus, vont être des retraités consommateurs, des retraités exigeants par rapport aux réponses existantes, et donc vraiment l'importance par rapport à un phénomène, encore une fois, qui est massif et qui pourtant n'est pas une fatalité, de faire émerger de nouvelles solutions, de nouvelles réponses par rapport à des besoins existants. Vous avez dit donc ICOP, donc je précise en effet que les choses sont en train de changer petit à petit et que dans notre région d'Occitanie, le CHU de Toulouse est le fer de lance d'un programme en fait qui est soutenu par l'OMS qui s'appelle ICOP, et l'objectif c'est de retarder finalement la dépendance en repérant le plus précocement possible les différents facteurs de fragilité chez les seniors. Et donc la démarche elle est déployée depuis 2019 par le gérontopole du CHU de Toulouse. Et parmi ces 5 éléments de fragilité en fait, qui doivent être repérés, il y a la dénutrition, ça a été inclus dedans. De votre côté, vous soutenez justement l'émergence de solutions nouvelles, et la CNAV elle a créé en 2019 aussi un accélérateur d'innovation qui s'appelle VivaLab. C'est un dispositif de soutien, d'accompagnement. Vous avez eu 600 candidats. La sélection était drastique puisque vous en avez retenu 31. Dont Cédiette. Qu'est-ce qui fait que Cédiette a retenu votre attention au sein de VivaLab? Je le disais, vraiment, si on veut agir pour soutenir le vieillissement actif en santé, faire finalement évoluer ces mauvais chiffres, il nous faut soutenir des réponses, des nouvelles solutions techniques, technologiques, servicielles, avec un impact social majeur et une accessibilité au plus grand nombre. C'est vraiment toute l'ambition de VivaLab. Et sur ces nouvelles réponses, ces nouvelles solutions, finalement, c'est chercher soit des nouvelles solutions par rapport à des besoins existants, soit c'est d'apporter des réponses à des nouveaux besoins. Et pourquoi ces diètes? J'ai commencé à l'évoquer dans mon propos liminaire. La dénutrition, c'est un phénomène inquiétant, massif en France, et qui peut tout à fait, en réalité, disparaître si on y met les moyens. Luc l'a dit, l'Angleterre a à peu près chiffré 6 000 €. Cédiette, c'est une solution accessible socialement au plus grand nombre, avec un modèle économique particulièrement efficient et vertueux. Donc, VivaLab, son objectif, c'est de sélectionner les solutions à impact, c'est-à-dire de disposer d'une preuve de concept, donc déjà d'avoir eu un premier test de sa solution, comme là, par exemple, dans l'EHPAD, tel que ça a été évoqué, c'est de repérer les solutions qui ont un potentiel national, et c'est évidemment repérer les solutions qui ont un modèle économique vertueux, c'est-à-dire finalement qui, pour les deniers publics, les subventions publiques, ne vont pas solvabiliser au travers uniquement d'un modèle économique subventionné. Et c'est mettre à disposition de ces entrepreneurs du bien vieillir, de ces réponses de demain, un accompagnement, un plan d'accompagnement grâce en fait à des prestataires experts sur les sujets. On a une vingtaine de prestataires experts, des incubateurs, des living labs, évidemment des cabinets de conseil, bref, une fédération de solutions qui vont permettre à cette nouvelle réponse de grandir, de changer d'échelle et de devenir accessible aussi bien à la population directement qu'aux professionnels du domicile. Alors, on a nos premières questions, donc on va tout de suite les prendre. Juste, pardon, pour dire que c'est un pari réussi, puisque Cédiette est en passe de devenir la première solution en termes de prise en charge, de lutte contre la dénutrition, devant les réponses qui sont proposées aujourd'hui en gériatrie ou dans les CHU. Donc, longue vie à Cédiette. Et sans doute une des réponses pour faire baisser ces mauvais chiffres de la dénutrition en France.
Alors, on a les premières questions. Ce qui est génial, c'est que donc, le docteur Bory est connecté avec nous. On va d'abord prendre les questions, puis après, il pourra en effet répondre aussi à nos questions à nous sur la dénutrition. Première question, alors je donne que les prénoms d'Adrien. Quel indicateur utilisez-vous pour détecter une situation de dénutrition hors IMC? Donc ça, j'imagine que c'est plutôt pour Luc Vialard. Alors, on utilise les indicateurs de la Haute Autorité de Santé, c'est quelque chose qui est très normé. Donc, il va y avoir des indicateurs de perte de poids notamment, il va y avoir des diminutions de consommation alimentaire, la privation de certains aliments ou les personnes qui ne vont pas consommer certains aliments, et également des critères sur les maladies chroniques ou des phénomènes aigus qui vont permettre de diagnostiquer et de repérer la dénutrition. Donc ça, on respecte les critères de la Haute Autorité de Santé qui sont disponibles en ligne si vous voulez tous les détails avec tous les mots savants. Peut-être que le docteur Bory va pouvoir compléter. Si... Vous nous entendez bien, docteur Bory? Oui, je vous entends. Ah, super. Il y a un peu Directement par téléphone interposé, mais je vous entends. bon, il y a un peu d'écho, donc vous parlerez 2 fois, en fait. C'est pour vous entendre mieux 2 fois. Peut-être nous repréciser quand même les marqueurs de la dénutrition. Donc là, Luc Vialard vient évidemment de parler du premier, c'est la perte de poids. Qu'est-ce qui doit nous alerter chez la personne âgée? Donc évidemment, il faut la peser si on le peut. Mais est-ce qu'il y a d'autres marqueurs? Oui, il y a également, donc déjà quand on parle de poids, on parle de courbe de poids, hein, c'est-à-dire l'évolution du poids dans le temps. Donc ça, c'est un marqueur qui est important. Le deuxième, on n'en a pas du tout parlé, l'HAS a un peu corrigé ces critères. Il y a également des critères biologiques avec l'albuminémie, qui est un marqueur intéressant puisque, à condition qu'il n'y ait pas de syndrome inflammatoire, puisque là aussi c'est une mesure en fait de cette protéine dans le sang et qui est un indicateur assez précis sur la dénutrition. L'autre critère, c'est un critère clinique qui est celui de la diminution de la masse musculaire. Donc il y a une atrophie, ce qu'on appelle une sarcopénie, et ça, c'est un élément clé puisque au travers de la dénutrition, on a malheureusement des conséquences catastrophiques en termes d'autonomie des gens. Et la conséquence numéro 1 de la dénutrition, c'est la perte de l'autonomie de marche, les troubles de l'équilibre, qui vont générer un nombre d'hospitalisations extrêmement important et qui vont naturellement générer euh, l'incapacité à rester autonome à domicile. Donc ça, ce sont des critères importants et je rappelle, je ne sais pas si ça avait été évoqué auparavant, les catastrophes qu'entraîne la dénutrition sur également les capacités de notre système immunitaire à lutter contre des infections. Également, c'est un élément clé dans l'efficacité médicamenteuse puisque l'essentiel des médicaments sont véhiculés par des protéines dans le sang, des petits transporteurs qui vont amener les médicaments à être efficaces sur la cible escomptée. Et donc on a là un triptyque extrêmement difficile à prendre en charge dans ces contextes de dénutrition, donc très connus encore une fois par les gériatres, qu'ils corrigent sur une durée d'hospitalisation voilà, qui n'excède pas quand même le mois. Et la dénutrition est une affaire au long cours. Et une correction nécessite entre 3 et 6 mois de travail. Voilà. Donc, vous avez une prise en charge diététique qui se fait au niveau des établissements quand la dénutrition est recherchée, encore une fois. Et vous avez des recommandations qui sont faites. Le patient sort et malheureusement, il n'y a pas de prise en charge à la sortie d'hospitalisation. Oui. C'est là où le bas blesse, c'est-à-dire même quand la dénutrition est identifiée, les actions correctrices ne peuvent pas être mises en place parce que le nombre de diététiciennes n'est pas à la hauteur du défi qui s'offre à nous. Voilà. Et puis, on est encore dans les réflexes
d'une santé remboursée et l'approche de diététique, ce sont des consultations non Non remboursées remboursée et payante, ouais. et voilà. Donc Euh, c'est là où on est en difficulté. Je préciserai également autre chose, c'est que globalement, si on parle de dénutrition dans les établissements hospitaliers, on va donner des fiches de conseil parce que le temps dédié n'y est pas et donc la dénutrition n'est pas une affaire de fiches, elle est une affaire d'accompagnement en fonction des goûts, des textures, tout un tas de critères qu'on ne retrouvera pas dans une fiche et un accompagnement personnalisé parce que c'est ça l'enjeu clé derrière. Je rappellerai ce chiffre aussi, vous avez parlé évidemment de la question des chutes. 50% des chutes des plus de 80 ans sont liées à la dénutrition. On a une question, je pense qu'elle est encore pour vous. Il y a quelqu'un qui dit, Claude, quid des personnes souffrant d'Alzheimer, la dénutrition du fait de la perte de mémoire immédiate? En effet, est-ce que les personnes qui souffrent d'Alzheimer peut-être qu'elles ne savent plus qu'elles ont mangé, elles sont perdues évidemment dans le temps chronologique. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un élément clé dans la prise en charge des patients altérés sur le plan cognitif. Admettons, la problématique de l'alimentation est quelque chose de bien repéré. Vous mettez un portage de repas, vous apportez donc les repas à domicile, mais ils restent dans le frigo parce que ils vont oublier de sortir le plateau, de le réchauffer, voilà. Donc ça c'est quelque chose de connu. La problématique, elle peut être autre. Elle peut être également dans le changement de goût qui s'opère dans le cas du vieillissement, avec dans l'idée rehaussement du goût. Ils préfèrent les plats plus sucrés, plus salés, plus épicés, et parce qu'il y a une perte du goût sur le plan sensoriel. Donc tous ces critères sont à accompagner de manière millimétrée, personnalisée. Donc c'est effectivement un défi dans le cadre des altérations des fonctions cognitives. Il faut également accompagner les gens, accompagner les aidants dans les problématiques de dénutrition de ces sujets. Donc c'est pas uniquement le patient, mais c'est également les aidants. Luc Vialard, comment vous faites pour, avec ces diètes, avoir un accompagnement personnalisé? Est-ce que ça peut être aussi personnalisé que ça? Parce qu'en effet, là, ça nécessiterait presque d'avoir une personne qui parfois donne à manger aussi ou est là le temps du repas. Alors, nous, la stratégie, c'est vraiment d'avoir un accompagnement personnalisé des situations, effectivement, mais on va accompagner souvent les intervenants à domicile, que ce soit des aidants familiaux proches ou des aidants professionnels avec nos partenaires sur le terrain qui sont aussi représentés avec Monsieur Bou et Monsieur Mansuino, où vraiment, pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'avoir ce lien en direct entre le diététicien et la personne, de déterminer quelles sont les recommandations à mettre en place pour adapter cette alimentation au goût, parce que c'est primordial, aux capacités, aux besoins, et ensuite d'équiper la personne et son entourage pour mettre en place les bonnes actions. Et nous, bien sûr, on fait un suivi sur la durée, c'est-à-dire que mois après mois, on va regarder si ce qu'on a proposé, c'est accepté par la personne, s'il faut l'ajuster et s'il faut continuer à guider la personne et son entourage sur la mise en place de ces recommandations. Et c'est ce qui rend le dispositif réaliste. C'est vraiment d'accompagner, de s'appuyer sur les personnes et leur entourage, de leur permettre de monter en compétence sur le sujet pour mettre en place la réponse qui va être appropriée. Et surtout, le maître mot, c'est cet accompagnement, ce suivi dans la durée, parce que c'est uniquement comme ça qu'on réussit à faire marcher les choses. C'est vraiment sur cet accompagnement à long terme. Autre question donc d'Evelyne, pouvez-vous donc écrire le nom du programme du CHU de Toulouse? Donc je vais vous le dire, donc c'est ICOPE, c'est ICOPE. Et où peut-on avoir des informations à ce sujet? Peut-être docteur Bory nous préciser déjà ce que c'est ICOPE, en quoi c'est intéressant et en effet où on peut trouver de la matière. Alors ICOP, c'est une priorité décrétée nationale par le ministre de la Santé
aussi bien que l'accès aux soins. Alors, l'accès aux soins, qui est une problématique nationale aujourd'hui, qui inquiète tout le monde. Il y a également nécessairement une inquiétude au niveau de l'état de santé de la population française, c'est le vieillissement. Et au travers de cette constatation populationnelle, le professeur Bruno Velas, qui est responsable du Gérontopole à Toulouse, a développé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, avec également une implication de l'Europe au travers des programmes POPTEFA, le développement d'une application qui s'appelle effectivement ICOP, autour de la détection des critères de fragilité dans le cadre du vieillissement. Alors, c'est ouvert à partir de l'âge de 60 ans et c'est des critères très simples sur un questionnaire, sur une application et qui nous permet effectivement d'identifier 5 items. En particulier, donc, il y a des aspects de cognition, il y a des aspects sensoriels, et il y a parmi ces critères un critère déjà détecté comme fondamental dans le cadre du vieillissement, c'est la nutrition. Alors, ce programme permet donc de détecter. Les gens peuvent se diriger vers les maisons de santé pluridisciplinaires où il y a des infirmières qui ont été formées à la fragilité. Il y a un accompagnement, les infirmières sont rémunérées, mais il y a également les pharmaciens qui sont impliqués, les kinés, tous les paramédicaux. Et l'idée, c'est d'identifier ces problématiques de manière très très précoce et d'y apporter des solutions de manière à corriger. On va dire que les gens qui ont une fragilité, si on s'en occupe, ils vont rebasculer vers une population dite vigoureuse, qui est celle bien portante, comme je l'espère tout le monde autour de cette réunion. L'idée, c'est effectivement de prendre des choses suffisamment tôt pour éviter de basculer dans la population dite dépendante, qui nécessairement est plus compliquée à prendre en charge puisque les morbidités sont déjà exprimées. Donc ça, c'est un programme national qui est en train d'être développé. Alors, les paramédicaux sont rémunérés. Maintenant, même les médecins généralistes sont rémunérés à la prise en charge d'identification. Donc, on apporte des solutions. Et nous, au niveau des centres hospitaliers, on doit accueillir les patients où il y a des explorations à faire de manière à apporter des solutions très précoces et correctrices. La nutrition fait donc partie de ce domaine. Comme à chaque fois, quand on détecte quelque chose, il faut apporter une solution correctrice. Alors, au travers de l'accompagnement d'ICOP, puisque je suis très impliqué, donc on a pour une fois une solution accessible d'accompagnement des gens, et donc je suis en train d'essayer de faire valider ces diètes dans le dispositif ICOP. Et si possible, de le faire reconnaître comme une utilité publique. Je pense que c'est extrêmement important. Parmi les choses qu'il faudra explorer, qui fait l'objet d'exploration, on sait il y a le cancer, il y a tout ce qui est plus cérébral et il y a tout ce qui est également nutritionnel. Beaucoup d'études sont en cours sur les microbiotes et autres. Et la dénutrition, j'espère, sortira de l'ombre. Alors, on l'espère tous et on est là pour ça. Je vous propose qu'on continue en effet de donner la parole aux intervenants de cette matinée. Donc, sachant qu'il y aura un deuxième temps où on va pouvoir prendre des questions-réponses. Si vous en avez notamment pour Frédéric Garlot, n'hésitez pas à les poser maintenant dans le petit module questions-réponses parce qu'elle devra nous quitter un petit peu prématurément, donc n'hésitez pas, dans ce cas-là, je les prendrai. On va passer donc à Corinne Georges. Bonjour, vous êtes donc la directrice de l'action sociale de la CARSAT Midi-Pyrénées. On l'a dit tout à l'heure, Frédéric Garlot l'a dit, l'un des critères pour être sélectionné par Vivalab, c'était d'avoir fait la preuve du concept par une première expérimentation. Et en fait, vous, CARSAT, eh bien, vous avez testé ces diètes sur 2 départements, l'Ardèche et le Tarn. Racontez-nous un petit peu en effet cette expérimentation. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc alors si je reprends un peu la genèse rapidement de notre collaboration avec Winov, c'est vous dire que les premiers contacts ont eu lieu entre fin 2019, début 2020, où effectivement Winov est venu
nous présenter leur dispositif C-Diète, le service C-Diète. Et s'il est vrai que l'action sociale de la CARSAT agissait sur cette thématique de la nutrition, c'était plus sur une approche de la nutrition, d'ailleurs via des actions collectives, avec des ateliers qui étaient déployés sur l'ensemble du territoire, avec pour thématique le bien manger, bien se nourrir. Également, on pouvait agir dans le cadre de la nutrition par le biais de notre dispositif d'aide individuelle et de nos plans personnalisés par le portage de repas. Pour autant, nous ne disposions pas de dispositif de lutte contre la dénutrition qui, via une prise en charge individualisée, évaluait le risque de la dénutrition de la personne et la mise en place d'un accompagnement personnalisé. Sachant malgré tout qu'à travers son action sociale, l'assurance retraite souhaite vraiment non seulement être au plus près de ses bénéficiaires, mais également de ses besoins et être acteur de prévention, être vraiment dans une démarche de prévention. C-Diète, finalement, ce service nous a paru être un dispositif qui nous permettait d'être en parfaite cohérence avec nos ambitions sur cette thématique essentielle, et je pense que tout le monde l'a dit à travers les chiffres, de thématique essentielle, donc de la dénutrition. Ainsi, nous avons, avec le soutien de nos administrateurs de la Commission d'action sanitaire et sociale, travaillé avec WINERV les contours de notre partenariat qui s'est traduit d'abord par une expérimentation, effectivement, vous l'avez dit, sur 2 départements, l'Ariège et le Tarn. Alors, on comprend pourquoi l'Ariège, parce qu'effectivement, d'où l'origine de la start-up WINOV, et le Tarn, parce qu'effectivement, on avait beaucoup de travaux, de rapprochements avec les services d'aide à domicile sur d'autres projets. Le public visé, il nous a paru opportun de cibler plus particulièrement les personnes qui bénéficient d'une ARDH, c'est-à-dire d'une aide au retour à domicile après hospitalisation, parce qu'on sait que ces personnes, pour 38% d'entre elles, souffrent de dénutrition après une sortie d'hospice. Donc, il y a une vraie fragilité sur ces personnes-là. Et la CAS a décidé d'allouer un budget de 20 000 euros pour la prise en charge de ce dispositif. Sachant qu'également, dans ces travaux qui ont été réalisés avec WINOV, il y a eu un gros effort de communication, d'information et formation à l'égard des centres hospitaliers, notamment de leurs assistants sociaux, de leurs services sociaux, et également auprès des professionnels des services d'aide à domicile, afin qu'ils puissent intervenir pour les premiers sur une approche de détection et pour le second pour un accompagnement de l'assuré à son domicile pour effectivement la collecte des données et le suivi de ce dispositif. Et alors, au bout d'un an, quel est le bilan que vous en avez fait? Alors, ce qu'on a pu constater, on était très pertinent sur le public choisi, parce qu'effectivement, Luc l'a dit tout à l'heure, on sait que 9 personnes sur 10 en sortie d'hospice ont besoin d'un suivi nutritionnel. On constate que sur les 144 personnes qui ont été suivies, 81% se sont vus proposer un plan d'adaptation alimentaire, 26% ont été détectés en risque de dénutrition et 23% en situation de dénutrition sévère. Le bilan également, c'est dans le processus de recrutement. On a eu besoin de réfléchir sur un processus plus souple et plus réactif, et notamment en favorisant le lien direct entre la diététicienne et le retraité, car il a été constaté que ces retraités en sortie d'hospitalisation étaient complètement en capacité d'avoir un échange avec la diététicienne et de donner des informations importantes de qualité qui permettaient de faire un bilan et finalement un accompagnement de qualité. Et alors, maintenant, quelle est la suite en fait que vous donnez, puisque du coup l'expérimentation est terminée? Est-ce qu'elle se généralise? Quelle suite vous donnez? Alors pour 2022, on vient de signer une nouvelle convention à C-Diète, en tout cas on l'a signée en juin. Nos administrateurs, au vu des résultats qui sont ressortis de cette première expérimentation, en tout cas sur les départements, ont souhaité continuer l'aventure avec WINOV et déployer le dispositif sur l'ensemble des départements du Midi-Pyrénées. Donc là, nous sommes sur une montée en charge. Depuis le 1er septembre, nous avons
en plus du département de l'Ariège et dans le Tarn, le 65 et le 32 sur les Hautes-Pyrénées et donc le Gers. Une fois qu'on aura déployé sur l'ensemble du département, on sera sur 4600 assurés retraités environ, avec sur cette convention un processus à nouveau, ce que je disais, on a retravaillé ce processus de recrutement et dans des circuits qui vont privilégier, renforcer le contact direct entre le diététicien et le retraité. Même si on ne perd pas de vue, et je crois qu'effectivement, Winov est d'accord sur cette approche, en tout cas la CARSAT est effectivement dans cette dynamique aussi, de dire qu'il faut renforcer malgré tout la sensibilisation, l'information des services sociaux, des centres hospitaliers et également des partenaires de la CARSAT, tels que les services d'aide à domicile, parce que c'est quand même à travers eux les premières sensibilisations, les premiers messages de communication qui seront donnés sur cette thématique-là, qu'on pourra finalement faire adhérer plus encore de retraités à ce dispositif-là. Alors, on l'a dit, cette diète intervient à deux moments clés, donc la sortie d'hospitalisation avec une durée d'intervention de 2 mois, donc là on vient d'en parler ensemble. Il y a également un autre lieu d'intervention, c'est le domicile ou les maisons de retraite, et là dans ces cas-là, il faut avoir des partenaires, et le mieux c'est quand il y a une force publique accompagnante, notamment les départements, et c'est le cas dans le Lot avec Lot Aide à domicile. Arnaud Bouet, bonjour, vous êtes le directeur de Lot Aide à domicile. C'est une structure alors assez originale, elle est même unique en France puisque c'est la seule structure d'accompagnement d'aide à domicile qui est en fait une entreprise publique locale. Vous vous occupez de 3800 bénéficiaires sur un territoire, donc on imagine rural, grâce à 860 intervenants. Vous faites entre autres de l'aide à domicile et du portage de repas. Je vais vous laisser vous expliquer, nous raconter la genèse de votre implication dans ces diètes et puis aussi plus largement votre approche de l'alimentation pour les personnes âgées dans vos missions. Oui, bonjour. Oui, alors effectivement, Lot Aide à domicile est une structure qui est un petit peu originale, qui vient de fêter ses 12 ans cette année. C'est une entreprise publique locale, ça veut dire que le capital social et la gouvernance sont majoritairement aux mains d'élus des collectivités locales, et elle a été créée afin d'apporter des réponses très singulières et très personnalisées au regard des spécificités donc, du territoire lotois. Sur la genèse du projet, moi j'aimerais quand même dire avant tout que le Lot, c'est une terre de gastronomie avec un patrimoine agricole qui est de grande qualité. Donc vous imaginez bien quand même que le sujet de l'alimentation est quelque chose d'extrêmement important. Sur les 5200 km² du territoire, je tiens quand même à dire qu'il y a 40% qui sont des terres agricoles qui sont cultivées. On a 5000 exploitants et les 2 tiers qui sont en label qualité, soit AOC, AOP, IGP, label rouge. Mais c'est également un territoire qui est vieillissant. Le Lot, c'est le 2e département le plus vieux de France. On a près de 38% de la population qui a plus de 60 ans et un Lotois sur 6 qui a plus de 75 ans. Donc la collectivité qui porte dans son projet de mandat l'ambition d'un Lot durable et solidaire a vraiment placé le sujet de l'alimentation, de la prévention de la dénutrition et de l'attention qui doit être portée à nos seniors est vraiment prépondérante. Ce Lot durable, d'une part, pour permettre aux Lotois de manger lotois avec des produits de qualité, tant pour les collégiens, puisque la collectivité départementale a une compétence en matière de collège, mais également pour les seniors, qui sont 2 cibles donc, populationnelles qui sont bien identifiées, et solidaires également d'autre part, pour construire le territoire du bien vivre et donc le territoire du bien manger. Donc l'alimentation a ainsi une place qui est quand même très importante dans la vie des Lotois. Luc, lui à large, je lui ai déjà fait la promotion de nos richesses gastronomiques sur notre territoire. Je suis Lotois, je suis un grand chauvin. Donc ça a une place importante dans la vie des Lotois et surtout de nos aînés, parce que je tiens quand même à rappeler que l'alimentation, c'est un plaisir avant tout, et que c'est parfois le seul plaisir qui peut nous rester lorsqu'on se retrouve seul et en perte d'autonomie. Donc c'est une place prépondérante dans nos politiques publiques. Et le schéma autonomie qui fixe 3 priorités, on va retrouver parmi ces 3 priorités notamment la prévention qui est un levier fort du soutien de la préservation de l'autonomie et donc la prévention de la dénutrition. Donc ce sujet-là, il s'est spontanément et logiquement imposé dans le débat public avec les acteurs locaux, que ce soit les acteurs institutionnels comme le département et puis les acteurs, on va dire, plus opérationnels
tels que l'hôte aide à domicile. Donc, ce programme C-Diète, il a été promu par la collectivité départementale, hein, donc dans le cadre de la CFPPA, la conférence des financeurs de la prévention et perte d'autonomie. Et là, nous avons porté cette expérimentation donc, sur 12 mois. Donc, une expérimentation qui a été quelque peu percutée par un contexte épidémique que vous imaginez quand même très contraignant et qui nous a principalement mobilisés dans un objectif de continuité d'activité. Et c'est vrai que le sujet de développement et des projets annexes a été quelque chose qui a parfois été mis de côté. Mais ce programme C-Diète, pour nous, il avait deux objectifs. C'était un, la prévention de la dénutrition, et deuxièmement, et j'allais même dire peut-être essentiellement, c'est la montée en compétence du personnel d'intervention s'agissant du repérage précoce, puisqu'on est vraiment, nous, dans une politique de prévention et de repérage précoce. Donc, le repérage, en premier lieu, on s'est appuyé sur des tiers détecteurs, hein, donc avec un maillage de partenaires sur le territoire, que ce soit au niveau des hôpitaux, des aides à domicile, la famille, les travailleurs sociaux du département. Ensuite, c'était le volet information et sensibilisation, l'entrée de la personne dans un parcours de suivi, donc avec un bilan nutritionnel, et ensuite des échanges réguliers entre une diététicienne et le cadre du secteur pour le pilotage de l'action. Et enfin, donc un bilan de sortie. Donc initialement, on s'était engagé sur une cohorte de 60 personnes. L'objectif n'a pas été atteint. On a eu près de 50% de l'objectif, mais on a eu cette volonté-là aujourd'hui de le déployer sur l'ensemble des personnes accompagnées. Alors pourquoi on a voulu nous le déployer sur les 3000, auprès des 3800 bénéficiaires de l'hôte aide à domicile? Déjà parce que C-Diète, ça s'inscrit dans un ensemble de dispositifs et de projets que l'on pilote en interne autour de l'alimentation. Comme je vous ai dit, l'alimentation plaisir et également l'alimentation prévention. On le relie également avec le dispositif AICOP dans lequel nous, on rentre également dans le cadre d'un parcours d'accompagnement des aidants, puisque 40% de nous, des aidants identifiés sur le territoire lotois en plus de 70 ans, donc il est absolument nécessaire de faire du repérage précoce et de l'accompagnement auprès de ces personnes. Et le volet nutrition est bien évidemment très important. Ensuite, parce que c'est un enjeu fort de santé publique, hein, à notre niveau, hein, de lutte contre certaines maladies et contre la perte d'autonomie. Le constat qui avait été fait sur le territoire de la perte d'appétit des seniors et donc d'un état de dénutrition sans réelle réponse sur le territoire, avec associé ou pas des états anxio-dépressifs, des problèmes de santé bucco-dentaire, les difficultés de mastication, les troubles de la dénutrition, etc. Et ensuite, parce que le territoire lotois présente un certain nombre d'inégalités sociales et territoriales qui viennent directement contraindre le sujet de l'alimentation et de la nutrition. Nous, on a 40% des bénéficiaires qui vivent de manière isolée sur un territoire à l'habitat extrêmement diffus. Hein, c'est 32 habitants au kilomètre carré dans le Lot versus 80 au niveau national. On a des petites communes, hein, 178 communes des 313 qui sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural, ce qui pose l'accès d'une part du sujet de la mobilité et deuxièmement de l'accès à un commerce alimentaire de proximité. Et ensuite, une inégalité sociale parce que nous avons des seniors qui, pour certains, sont en situation de pauvreté puisque plus de 23% des plus de 60 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté dans le département, et l'on sait souvent que le budget alimentation est souvent le budget qui est le premier sacrifié. Donc sur l'ingénierie, la méthodologie de déploiement, aujourd'hui, on a une direction de la coordination des interventions qui a travaillé sur le process interne de déploiement, avec une présentation, un portage et une promotion auprès des membres du CODIR pour un relais auprès des différents services. On va installer une appli sur les smartphones des aides à domicile à l'attention donc des aides à domicile et des responsables de secteur. Le responsable de secteur, on planifié un ensemble de réunions d'information pour les aides à domicile, pour les sensibiliser à ce dispositif. Et ensuite, on a également sensibilisé notre responsable du service de portage de repas avec des réunions auprès des livreurs. Et pour terminer, donc sur l'application ensuite du process, sur l'accompagnement, premièrement, c'est la porte d'entrée. Donc dès qu'on va recevoir le plan d'aide, on va identifier ceux pour lesquels un besoin d'accompagnement à la préparation, à la prise des repas est identifié. Deuxièmement, on fait une visite à domicile, une présentation de ces diètes et on informe qu'ils seront contactés et que c'est un dispositif qui est gratuit, qui fait partie quelque part de la prestation de la part. Donc, on envoie les coordonnées ensuite à ces diètes du bénéficiaire pour qu'il soit contacté. On identifie un salarié référent du suivi sur la plateforme avec l'attribution d'un identifiant. Et ensuite, il y a tout un suivi mensuel qui va s'opérer avec une saisine mensuelle des informations sur l'application. Donc, on parlait de la pesée notamment, tout ce qui était modification de traitement, tout événement qui aurait pu percuter quelque part la situation de nutrition de la personne, des échanges réguliers par mail selon l'évolution de la situation, et le bilan mensuel avec un diététicien ou diététicienne de ces diètes.
Voilà. Merci beaucoup Arnaud Bouet de toutes ces précisions. Vous restez avec nous parce qu'on aura des questions. Il y en a une d'ailleurs d'Adrien qu'on prendra juste après notre dernier intervenant. Je réponds par contre tout de suite à Evelyne qui dit Startup Winov, mais comment tout ça, ça s'écrit? Donc Winov, c'est W-I-2-N-O-V. Donc ça, c'est la startup qui a créé le service Cdiet, mais c'est vrai que majoritairement, on parle de Cdiet puisque finalement, voilà, Winov, c'est la structure porteuse de ce service. Je vous propose qu'on passe donc au dernier exemple de cette matinée avant de prendre les questions avec vous, donc Michel Mansuénaud. Vous êtes donc le cofondateur et le directeur du service à domicile COSI. J'aime bien ce nom, ça fait COSI, ça fait tout doux, mais en fait ça veut dire COSI pour coopérative de soins infirmiers. Puisqu'à l'origine, vous-même, vous êtes infirmier. Ce SAD intervient sur 14 communes autour de Canet dans les Alpes-Maritimes. Et je précise que vous êtes un service polyvalent, puisque depuis 5 ans, vous expérimentez le SPASAD. Alors là, ça veut dire en fait que vous regroupez à la fois en fait des soins infirmiers et des soins d'aide et d'accompagnement à domicile. À vous de nous dire comment vous avez entendu parler du service Cdiet, comment s'est fait la mise en relation? La mise en relation s'est faite par le biais de l'expérimentation SPASAD, puisque c'est le département des Alpes-Maritimes qui nous a sollicité quand Wino les a contactés pour présenter leur service. Donc, le département était intéressé pour compléter cette expérimentation avec un volet nutrition. Et vous, qu'est-ce que vous êtes dit au début sur cette possibilité d'expérimentation? Un peu interloqué au début parce que je ne voyais pas trop comment une application sur un téléphone pouvait répondre aux besoins de nutrition d'une personne et comment ça marchait, quoi. Donc, c'était un peu anachronique pour nous quand on a eu cette présentation. Mais bon, la présentation a été faite, on a été en contact avec Cdiet et ça nous a intéressé de participer. Déjà parce que la problématique de la prise en charge de la nutrition chez les personnes est une problématique un peu complexe, un peu délaissée. On en a beaucoup parlé jusqu'à présent. Nous, vous avez dit que je suis effectivement infirmier de formation. Dans nos formations paramédicales, ce n'est pas un sujet qui est très développé, hein. On ne s'intéresse pas trop à ça, c'est abordé, mais on n'est pas très bien outillé en termes de savoir pour prendre en charge correctement les personnes. Et c'est un sujet récurrent dans nos prises en charge. Donc, nous, on est donc service polyvalent d'aide et de soins à domicile, donc on prend en charge des personnes plus ou moins dépendantes qui vont de la petite dépendance à la simple aide pour du ménage et du suivi, jusque de grosses dépendances avec des fins de vie, du gros handicap, etc. Et à tous ces âges-là, on est confronté à des problèmes de conseil en nutrition. Donc, le fait de pouvoir avoir un interlocuteur et d'arriver avec une solution qui nous offre des solutions justement dans les conseils et dans la prise en charge de ces personnes, ça a été assez intéressant et ça fonctionne très bien. Alors, justement, avant de faire un petit bilan de comment ça s'est passé, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est le département en fait qui finançait. Oui, c'était exactement, c'était sur un dispositif expérimental d'1 an qu'on a expérimenté, qui a connu un peu du retard lié à la crise Covid dans la mise en place. Donc, l'expérimentation s'est terminée en juin dernier et on est dans l'attente d'un renouvellement et non pas d'une expérimentation, mais d'une prise en charge pérenne, parce que l'expérimentation pour nous a montré pleinement son bénéfice auprès des personnes. Donc, on est à la recherche de financement pour que cette solution soit prise en charge de manière pérenne. Alors, comment s'est passée justement l'expérimentation? C'est-à-dire, est-ce que ça a été compliqué, pas compliqué? Est-ce qu'il y avait des freins? Et quels avantages vous en avez eu au final, puisqu'on entend bien que vous êtes satisfait? Alors, compliqué, oui, lié aux problématiques de personnel qui
qui sont partis, à la problématique Covid qui était en plein milieu de tout ça, aux problématiques de recrutement de personnel. Donc, ça a été assez difficile. Oui, il y a un turnover, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, oui, un turnover de personnel. Donc, à chaque fois, il faut former les personnes. Mais là, on a une stabilité au niveau de l'équipe infirmière qui fait que l'opération a atteint une certaine vitesse de croisière et fonctionne correctement, quoi. On avait un objectif d'une trentaine de personnes en prise en charge, il me semble. On en a inclus 23, on en a 21 actuellement en prise en charge avec Wino. Et ça se passe simplement, sans problème. Les personnels, ils trouvent leur intérêt parce que il y a un phénomène de valorisation du professionnel, de par l'application, de par le fait d'être au contact avec un autre professionnel. Ça favorise les liens avec l'équipe, hein, puisqu'on rencontre, l'infirmière rencontre régulièrement les aides à domicile pour le suivi, les aides à domicile et les aides de soins du SIAD pour le suivi. Donc, il y a un phénomène de cohésion qui se fait autour d'un projet de vie de la personne. Donc voilà, il y a cette valorisation et un sentiment assez prégnant, notamment chez les aides à domicile qui n'ont pas l'habitude, on leur demande de leur avis, un gros sentiment de valorisation parce qu'on les sollicite, elles participent aux réunions, elles discutent avec la diététicienne et l'infirmière, une réelle professionnalisation de leur intervention, quoi. C'est un point très important. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes dans l'attente de financement pérenne. C'est vraiment ça la difficulté aujourd'hui pour vous, c'est le nerf de la guerre, c'est en effet d'arriver à trouver une solution pour financer sur votre département le service. Tout à fait. Si on n'a pas de sous, on ne peut pas faire grand-chose. Et actuellement, on n'a pas de sous pour cette opération-là. Et quand on se retourne, que ce soit vers le département ou vers l'ARS, puisqu'on a les doubles financements compte tenu de nos activités, ils se renvoient un peu la balle, quoi. C'est jamais eux qui doivent financer. Donc, on est dans l'attente d'un financement exceptionnel du département pour les 6 mois d'activité entre juin et décembre de cette année. Et pour l'année prochaine, on ne sait pas trop. Le département nous parle d'une nouvelle expérimentation. Mais moi, on répondra à l'expérimentation, bien évidemment, mais on ne peut pas continuer à fonctionner avec des expérimentations à long terme comme ça. Oui, il faut une perspective, vraiment, avec une intégration. Il faut une perspective et une pérennisation de cette activité afin qu'on puisse développer et engager un travail de fond beaucoup plus intéressant. C'est intéressant en plus de voir avec M. Bouet finalement comment dans 2 départements, en fonction d'une volonté politique forte ou parfois d'autres contingences, eh bien en effet, on arrive ou pas facilement à pouvoir faire bénéficier aux personnes âgées de ce service. Je vous propose de prendre la question d'Adrien. C'est peut-être alors soit pour Luc Vialard, soit pour le docteur Bory. On parle beaucoup d'un plan nutrition après l'hospitalisation, mais cela commence avant l'admission à l'hôpital. Avez-vous mis en place une préparation dédiée type préhabilitation, par exemple pour les chirurgies lourdes? Donc, je ne sais pas qui veut répondre, le docteur Bory et Luc Vialard. Déjà, est-ce que ça existe ou pas? Docteur Bory. Malheureusement, allô? Oui, on vous entend. Vous m'entendez? On vous entend bien. Oui, c'est bon. Donc, non, malheureusement, ça ne fait pas partie des réflexes. Alors, je vous rappelle qu'au sein des établissements, il y a une entité qui est mise en place qui s'appelle les clans. Donc, c'est des organisations internes qui luttent contre la douleur et autres. Et le clan s'occupe de la nutrition. Donc, il y a un travail qui est fait dans les établissements de ce point de vue.
qui n'avance pas très très bien. Nous avons la problématique donc évoquée sur la chirurgie, mais l'autre grand sujet, c'est l'oncologie. Les insuffisances rénales avec les dialyses. Donc, normalement, les problématiques de dénutrition, elles ne sont pas prises en charge en aigu, elles devraient être justement identifiées en amont. Donc, il y a un gros travail à faire de ce point de vue. Ça, je pense que ce sera d'autant plus facile quand on aura une solution à apporter. Je suis malheureusement confronté, par exemple, avec la problématique de la maladie d'Alzheimer, et on nous envoie les patients de manière trop tardive parce qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de traitement. Donc, on est confronté à cette difficulté auprès des médecins. Donc, s'il y a une solution, ils vont s'en servir. Quand elle n'y est pas, ils s'en servent pas, c'est un petit peu ça. Je voudrais juste rajouter quelques éléments. C'est que globalement, la réponse médicale, c'est quand elle est identifiée et on va dire de manière très évidente, la réponse est souvent des compléments nutritionnels oraux. Donc, ceci a un coût de santé qui est pas négligeable, qui est souvent mal manipulé. Moi, j'ai régulièrement en consultation des difficultés avec les patients avec des diarrhées parce que les compléments nutritionnels ne sont pas adaptés. Et quand les compléments nutritionnels ne sont pas bien répartis dans la journée et de manière proportionnelle, ça a tendance à couper l'appétit au moment des repas en eux-mêmes. Donc, je pense qu'il faut souligner cet aspect coût économique, bénéfice-risque de cette prise en charge nutritionnelle. Mais également, on a parlé juste pour l'instant que des apports. Nous avons également de grandes difficultés à accompagner des patients qui ont des problématiques autres, qui sont des troubles de la déglutition qu'on rencontre régulièrement chez les patients atteints d'un accident vasculaire cérébral ou autres pathologies neurologiques, Parkinson et autres. Et également, on a toutes les problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure, problématiques bucco-dentaires. Donc, l'apport de ces diètes n'est pas uniquement juste enrichir en calories, mais c'est également prendre en charge ces autres aspects qui sont extrêmement importants et pour lesquels les soignants ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'avoir un accompagnement sur la nature des textures. Est-ce qu'il faut utiliser de l'eau gélifiée ou avec de l'eau gazeuse? Enfin, tout ceci est extrêmement important également à prendre en compte parce qu'elle garantit effectivement les apports qu'il y a derrière. Et enfin, la dernière chose, c'est l'accompagnement en fin de vie, en particulier chez les sujets en maison de retraite. Il y a toujours le sentiment de culpabilité des soignants sur est-ce qu'ils ont fait le nécessaire, est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout de la logique. Et l'apport justement de cette compétence rassure et accompagne même le soignant, les familles bien évidemment, sur cette étape ultime de la vie. Luc, Luc, Ouais, alors, en complément de ce que dit le docteur Borries, on sait que c'est un sujet, par exemple, qui est traité en Espagne. Le fait d'avoir un suivi nutritionnel avant les hospitalisations, c'est un truc qui est vraiment efficace, malin. Ça, a priori, ça fait ses preuves là-bas. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas, en tant que CEDIET, on ne le fait pas pour une question simple, c'est une question de financement et quelque part de volonté publique. mais vous pourriez. Comme alors, on pourrait, effectivement, on a des diététiciens, on a des outils. Si on est financé pour le faire, on pourra le faire. Pour nous, l'enjeu aujourd'hui, on travaille sur les seniors parce qu'il y a une vraie volonté des acteurs. On a vu Frédéric Garlot de la CNAV, Corinne Georges de la CARSAT Midi-Pyrénées, ou avec l'exemple de Monsieur Bouet ou de Monsieur Mansuino. On a des acteurs publics qui veulent mettre en place une politique publique efficace pour traiter ce problème de dénutrition auprès des seniors et auprès de leurs aidants. Donc ça, c'est un engagement qui est un engagement fort, avec des financements également à la clé. À nous de démontrer que on utilise bien ce financement-là pour avoir des résultats. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait sur le terrain, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Par contre, sur la partie système de santé, avec ce qui a été évoqué sur ICOP ou sur les prises en charge avant hospitalisation, aujourd'hui, ce n'est pas des financements qui sont faits, ça ne fait pas partie de la politique publique, donc c'est un champ sur lequel aujourd'hui il n'est pas possible pour nous d'intervenir. Voilà.
Il n'y a pas d'autres questions, mais moi, du coup, j'en ai encore quelques-unes qui me brûlent un peu les lèvres. Docteur Bory, tout à l'heure, vous avez parlé, enfin, à plusieurs reprises, vous avez parlé du fait que les personnes âgées pouvaient aimer manger plus épicé. Vous avez parlé des problèmes de déglutition et où l'eau gazeuse peut être une solution plus adaptée. Est-ce que sur tous ces points-là, c'est-à-dire toutes ces petites choses extrêmement précises qui pourraient faciliter en fait la prise d'aliments, il y a aujourd'hui une documentation importante ou est-ce qu'on en a au début? Alors, la documentation, elle existe. Après, c'est quand vous avez à prendre en charge des gens polypathologiques, on va aller plutôt à des réflexes essentiels qui sont la mesure de la tension, la saturation, voilà, et que en dernier recours, on va approcher ces problématiques de nutrition. Alors, il faut bien séparer ce qui peut se passer en milieu hospitalier de ce qui peut se passer au domicile. Le domicile, la nutrition, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de culturel. Hein. Moi, je suis moitié d'origine britannique, on dit bien que les Britanniques mangent pour vivre, et en France, on vit pour manger. Et malheureusement, malgré ce focus-là, les gens sont confrontés à des refus alimentaires ou des changements de goût. Et qui les déstabilisent. Et ils ont nécessairement besoin d'être accompagnés de ce point de vue. Donc ça je pense que c'est extrêmement important. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Luc tout à l'heure, et la question précédente, c'est cette prévention. Je pense que l'outil, et c'est pour ça que je me bats au sein du Gérontopole de Toulouse et avec ce dispositif CEDIET, c'est justement d'apporter une réponse sur le critère de fragilité dans ICOP Nutrition, de cet accompagnement de manière très préventive. Pour ça, je pense que c'est un bras de levier extrêmement puissant, et au travers de cet accompagnement de cette notion de fragilité sur le territoire national, il y a l'Europe au travers des financements POCTEFA, ils ont des moyens pour justement accompagner des solutions innovantes autour de ces 5 critères, et on essaye de monter un dossier en ce sens pour en démontrer l'efficacité, mais également pour en apporter une solution, encore une fois, à ces identifications. Vous l'avez dit, on est dans le pays de la bonne bouffe. Je mets beaucoup de guillemets autour de ça, mais en effet, on est dans le pays de la gastronomie, la France. Quand même, je reviens à une question qui est fondamentale que je voulais vous poser au tout début. Comment expliquer que 700 000 personnes âgées soient pour autant dénutries? Comment on tombe dans la dénutrition quand on vieillit? Alors, je pense que un des critères numéro 1, c'est la modification de la cellule familiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois dans mon département, la population vieillit, les enfants sont partis pour aller trouver de l'emploi, soit sur le bassin toulousain ou plus loin, sur le territoire national. Donc, on a de plus en plus de personnes âgées isolées à domicile. Alors, âgées, ça peut être en couple, ou ça peut être de manière seule, célibataire. Il y a également les problématiques de déplacement pour aller faire les courses. Et enfin, il y a ce critère quand même globalement de solitude. On voit que quand on réunit les personnes âgées, l'alimentation est meilleure. Les prises alimentaires sont meilleures parce que les gens sont stimulés. Donc cet isolement est un facteur extrêmement important en termes de cause, d'étiologie à cette apparition de la dénutrition. Il y a également d'autres critères qui sont les critères d'ordre d'aspect de la personne. On peut avoir des gens obèses et dénutris.
Ah Et bon? donc ça, c'est quelque chose qui surprend. Bah oui, il est obèse, donc il n'a pas besoin, justement, au contraire, il faudrait qu'il fasse un régime. Mais bien au contraire, c'est-à-dire la masse grasse peut rester. Et malheureusement, ce qui disparaît, c'est la masse maigre, et en particulier le défaut d'apport en protéines. Et cette masse maigre, quand elle apparaît, bah, elle diminue les forces musculaires. C'est les gens qui se déplacent moins, qui se déplacent plus difficilement pour aller au commerce, rentrer et sortir d'une voiture, diminution de l'interaction sociale et malheureusement diminution de la stimulation cognitive et qui ouvre la porte aux pathologies neurocognitives. Luc Vialard, il faut combien de temps pour arriver à sortir les personnes âgées de la dénutrition avec ces diètes? L'accompagnement, il dure combien de temps et vous voyez les bénéfices au bout de combien de temps? Alors, c'est spécifique à chaque personne. Chaque situation est différente, donc ça va dépendre de quand est-ce qu'on intervient. Déjà, c'est un facteur important. Allô? Et Oui, on vous oui. entend bien, allez-y. Et Attendez, et juste, donc, pour docteur Bory, il y avait j'ai Luc pas Vialard entendu qui la question intervenait. en fait. Alors, il y a juste Luc Vialard qui répond et je vous repose la question juste après. D'accord. En fait, pour nous, chaque situation est différente. Donc, on va intervenir aussi sur des moments de vie qui vont être différents. Quand on travaille en sortie d'hospitalisation sur des personnes autonomes, on sait qu'on va avoir des réponses qui vont être efficaces à échelle 2 mois, à échelle 3 mois. On sait que ça, parce qu'on est sur des personnes finalement qui mangent encore, qui sont un peu dégradées, on a besoin d'intervenir au moment où ils ont passé la ligne de crête. On arrive assez tôt, donc on est capable de restaurer la situation après pendant plusieurs années avec une intervention au bon moment. Dans d'autres situations, on va intervenir beaucoup plus tard, hein. Je vous ai donné l'exemple, notamment en SPASAD, d'une dame qu'on accompagnait qui faisait moins de 35 kilos, en l'occurrence 31. Là, pour les ramener vers des alimentations normales, ça peut prendre jusqu'à 9 mois. 9 mois, 1 an, s'il n'y a pas de phénomène externe de chute. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, encore une fois, sur l'alimentation, de réponse qui va être toujours la même. Et c'est aussi pour ça que le suivi individualisé, que les actions collectives, qui sont un élément important, n'apportent pas vraiment une réponse complète sur ce sujet de la dénutrition, parce qu'on est obligé vraiment de s'adapter aux personnes, aux situations de vie, au moment où on va intervenir. Et également, quand on va parler de troubles cognitifs, c'est des situations aussi qui vont évoluer très vite sur qu'est-ce que la personne va manger. Du jour au lendemain, elle peut ne plus manger un aliment salé, par exemple. Donc, on va vraiment avoir besoin finalement d'une réponse qui va être différente dans chaque cas. Et pour répondre à votre question, ça peut aller de 2 mois jusqu'à 1 an, quoi. Docteur Bory, donc je demandais en effet à Luc Vialard combien de temps il fallait pour arriver à faire que la personne âgée ne soit plus dénutrie, pour savoir si finalement on peut régler le problème rapidement ou si c'est un processus qui est long. Alors, c'est un processus qui est long. Après, alors ça dépend de quel stade de dénutrition on se trouve, bien évidemment. C'est le premier critère. Le deuxième, c'est long effectivement dans le temps, mais on va dire c'est un peu comme nous inscrivons à une salle de gym. Hein, d'accord, on y va, on est motivé, ou on achète un appareil pour le domicile. On s'en sert beaucoup au début et puis après on s'en sert plus, ça reste au placard. Donc cet accompagnement, voilà, les conseils sont donnés, les gens les appliquent et après il faut nécessairement les relayer régulièrement. C'est comme quand on fait de la formation, l'art de la formation, c'est l'art de la reformulation. Donc c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut corriger une situation de dénutrition, on la corrige et puis si elle n'est pas entretenue, suivie, observée, alors soit au travers du dispositif, mais également, comme on a dit, tout un tas d'acteurs qui interviennent autour du patient. Si les gens ne sont pas formés pour s'apercevoir que il y a des modifications et éventuellement relancer une prise en charge, la dénutrition va réapparaître. Je voudrais faire juste deux parts de mon expérience sur deux choses. Moi, je pensais que ces solutions à distance, par une visio ou allait être un obstacle chez le sujet âgé. En fait, il l'est
encore moins depuis la crise du Covid, puisque les liens avec l'extérieur et avec les familles, elle s'est particulièrement développée durant la période Covid, et donc cette génération, je pensais qu'elle n'est pas trop s'adapter, s'est adaptée nécessairement à la situation. Donc ça, c'était un des premiers obstacles. Le deuxième, c'est que le retour que j'ai de la prise en charge au travers de ces diètes, c'était également un lien. C'est également pour eux de pouvoir discuter de leurs problématiques. Et ça aussi, c'est un élément qui a été très apprécié par les gens qui ont bénéficié du dispositif. Très bien, merci beaucoup de votre témoignage. Il me reste 9 petites minutes. Donc déjà, je vais remercier les intervenants de cette matinée, donc le docteur Bory, Frédéric Garlot de la CNAV, Corinne Georges de la CARSAT Midi-Pyrénées, Arnaud Boué donc de Lot Aide à domicile et Michel Mansueneau du SAD COSI. Merci beaucoup de vos témoignages, de votre partage d'expérience et de savoir et de savoir-faire. Merci aussi à vos questions. Pour tous ceux qui ont osé en poser donc, dans notre petit onglet questions-réponses. Et je vais tout simplement laisser la parole à Luc Bialin, le président de CEDIAT, peut-être pour nous donner un petit peu des perspectives d'avenir, vos perspectives d'avenir pour ce service CEDIAT. Nos perspectives d'avenir, c'est de réussir à prendre en charge tous les seniors qui en ont besoin au niveau national et d'apporter une réponse définitive à ce sujet de dénutrition. C'est pas quelque chose qu'on peut accepter. C'est un problème qu'on doit régler. Aujourd'hui, on a les moyens de le régler. Donc, il faut le faire. Il va falloir mobiliser tous les acteurs publics. Et on a la chance d'avoir Frédéric Garlot, la CNAV, d'avoir Corinne Georges, les CARSAT avec nous qui donnent un super exemple à tout le monde et qui ont démontré que quand on veut, on peut. Et maintenant, on a les outils pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable pour nous parce que ça nous donne un élan et une force pour atteindre nos objectifs qui est vraiment incroyable. Et c'est ce qui nous permet de mettre en place des actions concrètes au service des gens, des seniors sur le terrain, avec nos partenaires, avec l'hôtel à domicile, le COSI et beaucoup d'autres partout en France. Et notre objectif, c'est déjà dans un an de prendre en charge au moins 10 fois plus de personnes et de continuer cette croissance pour que ce problème soit réglé à l'horizon 2030 au plus tard et on espère avant. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous guide. Nous, on est une entreprise à impact, donc on met la barre très haut et c'est vraiment, voilà, on est sur un objectif social parce que voilà, pour nous, c'est plus possible que les gens soient dénutris en France maintenant. Ça a trop d'impact sur la société, ça a trop d'impact sur les familles, sur la qualité de vie et il faut qu'on apporte ensemble une réponse à ce problème. Après, de manière plus terre à terre, c'est vrai qu'on a comme objectif de